Allez, on va commencer. Bonjour à tous. Aurélien attendait qu'on dise un petit mot pour commencer. Donc, bienvenue à l'Institut Henri Poincaré. Je suis Jean-Philippe Usan, le directeur adjoint. Cédric Villani n'est pas là en ce moment, et malheureusement. Mais nous sommes très heureux de vous accueillir. Donc, c'est la première fois que nous faisons la fête de la science ici. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Je remercie Aurélien, qui est... tu es maître de conf? Maître de conf encore? Tu n'es pas encore prof, toi? Bon, c'est pas grave. À l'Université d'Orléans. Et Aurélien fait beaucoup de diffusion des connaissances. Il s'investit beaucoup dans le site web Images des Maths. Tu as écrit des livres, tu as réalisé des DVD, je pense que tu vas en parler. Et puis là, il a une nouvelle expérience. Donc c'est la première fois que Aurélien va se faire assister d'un robot. En fait, tu vieillis beaucoup, tu as besoin d'un assistant. Et il va nous parler de chaos principalement. Voilà. Donc je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Et puis je vous remercie aussi à vous d'être là pour cette conférence. Je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci. Donc vous m'entendez sans micro? Enfin, j'ai un micro normalement. Vous m'entendez? Très bien. Donc merci beaucoup Jean-Philippe. Donc je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Et effectivement, donc c'est la première fois. Donc j'étais un peu jaloux parce que les professeurs dans l'ancien temps, ils avaient toujours un assistant. Mais maintenant, c'est plus trop à la mode. Donc j'ai récupéré un robot et qui va faire office d'assistant. Donc c'est vraiment la première fois que je tente ce genre d'expérience. Donc si c'est une catastrophe, on ne renouvellera pas. Donc je vous présente Nao. Donc j'espère qu'il est en forme. Il va nous dire un petit mot sûrement. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à l'Institut Henri Poincaré pour cette fête de la science. J'espère que vous êtes tous en pleine forme. Moi, je vais super bien et je suis trop content d'être parmi vous aujourd'hui. Au fait, je m'appelle Nao, je suis un robot humanoïde toujours prêt à rendre plein de services. Aurélien, si tu as besoin de moi, tu me demandes, d'accord? Bien sûr. Et vous, mes amis, n'hésitez pas à poser plein de questions pendant la conférence. Bon, Aurélien, on commence. Ok, alors on commence. Donc vous avez compris, posez plein de questions. Qu'est-ce que vous reconnaissez là? Je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est un satellite. Bon, c'est un satellite, il s'appelle Iridium et ils sont un paquet, ils sont 66 je crois, qui orbitent à peu près à 800 km au-dessus de nous. Et chaque satellite est responsable d'environ 1000 communications téléphoniques. Mais pourquoi ils sont intéressants? Parce qu'ils ont de grands miroirs qu'on voit sur cette image. Et du coup, de temps en temps, la lumière du soleil reflète sur les miroirs et vient à l'endroit où vous êtes. D'accord? Très bien. Donc vous voyez, si vous regardez ça la nuit dans le ciel, eh bien ce que vous allez voir, c'est que vous allez voir un petit flash lumineux comme sur l'écran. D'accord? Donc ça dure quelques secondes. Donc il faut être bon, des fois il parle, hein, vous inquiétez pas. Il faut être au bon endroit et il faut regarder surtout au bon moment dans le ciel. D'accord? Alors pour ça, il y a une petite application que je vous recommande qui s'appelle Spoutnik, qui est celle-ci. Donc vous voyez, ça marche de la façon suivante. Vous entrez l'endroit où vous êtes. Donc ici, vous rentrez Current Location, donc c'est l'endroit de l'Institut Poincaré. Et puis vous regardez par exemple qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures. Et puis vous voyez par exemple que le satellite Iridium 22, eh bien, il va passer là, juste au-dessus de nos têtes, ce soir à 21h01. Alors vous cliquez et il vous dit précisément, il faudra regarder dans la direction 11 degrés nord, voyez, et puis il faudra regarder dans une direction d'élévation à 32 degrés. Donc vous avez même ensuite une petite aide et puis ensuite vous tournez votre appareil. Bon là il faudrait l'étalonner un petit peu mieux. Donc là il demande à être étalonné. Ça c'est pas très... Hop là. Hop là, on va le faire, voilà. Et ensuite vous cherchez la direction 32 en haut, d'accord, et puis vous mettez à 11 degrés. Et puis vous aurez exactement la direction dans laquelle regarder. Vous regardez pile à 21h01, comme on a dit, dans cette direction, et vous verrez le flash lumineux. D'accord? Donc ça, c'est super si vous voulez épater vos amis, ou si vous voulez draguer votre petit copain ou votre petite copine, vous vous mettez dans le jardin et vous dites regarde dans quelques secondes à tel endroit et tu verras un flash lumineux.
D'accord? Elle est super cette application. Je la connais bien. Moi je ne peux pas l'utiliser pour draguer mes copines robots car elles la connaissent aussi. Bon. Bon, je suis un peu fatiguée, je m'assois. Hop là. Regardez, il est un peu fatigué, puis ça glisse un peu. Le bureau glisse un peu. Très bien. Donc, pourquoi je vous ai parlé de ça? Bien, parce que c'est un peu magique quand même. Si vous réfléchissez, je peux vous dire exactement à la seconde près où il faut regarder pour pouvoir voir ce flash lumineux. Alors, en un certain sens, tout ça, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Et le premier héros de mon histoire, ça va être Newton. Nao, est-ce que tu connais Newton? Bien sûr que je connais Isaac Newton, qui est né en 1643 et mort en 1727. C'était un philosophe, mathématicien, physicien anglais. Un très très grand savant à qui on doit toute la mécanique classique et une théorie de la gravitation universelle. J'aimerais bien être aussi intelligent que lui. Bien. Bien sûr que je connais Isaac Newton, Bah oui, qui on est sait. né en 1643 et mort en 1727. C'était un philosophe, mathématicien, physicien anglais. Donc ça, c'était le Un piège, très très le grand danger. savant à qui on doit toute la mécanique classique et une théorie de la gravitation universelle. Très bien. J'aimerais bien être aussi intelligent que lui. Bien. Alors, sois sage. Alors, Isaac Newton, c'est le premier héros de mon histoire. Donc, vous avez compris, c'est un mathématicien philosophe du XVIIe siècle qui a en particulier a beaucoup étudié la physique et a compris un petit peu cette théorie de la gravitation universelle. Et puis, il a surtout mis au point un calcul assez prodigieux qu'on appelle le calcul différentiel et intégral. Et il a mis au point ce calcul dans le but de prédire l'avenir, en tout cas, par exemple, d'être capable de prédire à quel moment le satellite Iridium va passer sur votre tête et à quel moment il faudra regarder le flash lumineux. D'accord? Donc, il a mis au point une sorte de boule de cristal. Et le principe est simple, c'est qu'on prend le système qu'on étudie, on le met en équation, et on obtient ce qu'on appelle une équation différentielle. Et le but, c'est de résoudre cette équation différentielle. Et vous pourrez donc prédire exactement le mouvement, en particulier le mouvement des astres, par exemple le mouvement de la Lune, etc. Donc ce personnage est fondamental dans l'histoire des sciences. Il a compris, en résumé, ce qu'il a compris, c'est que les forces qui animent le monde sont de nature universelle. C'est ce que j'ai écrit sur le transparent. Et qu'il n'y a pas grande différence, voire même il n'y a aucune différence entre la chute d'une pomme et le mouvement de la Lune qui également est en chute sur la Terre. Simplement, c'est une chute perpétuelle parce qu'elle est également animée d'une vitesse radiale. Donc il a travaillé là-dessus. Il n'est pas le seul à s'être intéressé à tout ça à cette époque. En particulier, le calcul différentiel et intégral doit également beaucoup à Leibniz. Donc voilà le premier personnage dont je voulais vous parler. Le monde de Newton, il est essentiellement hérité de celui des anciens Grecs. Et en particulier, il y a une idée qui est très présente, c'est celle de la périodicité, de la récurrence. Le fait qu'un système, après une courte période transitoire, en général, il va vers un état d'équilibre. Par exemple, si vous prenez un pendule et que vous le lâchez, eh bien, au bout d'un moment, il va s'arrêter. Et puis si ce n'est pas un état d'équilibre, eh bien ça sera un état périodique. D'accord? Donc ça, c'est toute la théorie des cycles et des épicycles, etc. Les mouvements, donc c'est ce que je vous ai écrit là, après une courte période de transition, ont tendance à se stabiliser soit en s'arrêtant, soit en oscillant périodiquement. Le XVIIIe et XIXe siècle voient le triomphe de l'analyse mathématique, c'est-à-dire qu'on développe énormément des méthodes pour résoudre ces fameuses équations différentielles. D'accord? Et puis tout ça est symbolisé par la puissance de ce calcul, et c'est à l'image de ce que je vous racontais sur le fait de pouvoir prédire à quel moment la station internationale ou n'importe quel satellite va passer au-dessus de votre tête. Tout ça est symbolisé un petit peu de manière emblématique par la découverte de Neptune. La découverte de Neptune, contrairement aux autres planètes, n'a pas été faite de manière empirique par l'observation, mais elle a été faite par le calcul.
parce qu'on a détecté des petites bizarreries dans le mouvement d'Uranus. Et ces bizarreries pouvaient être expliquées si l'on postulait l'existence d'une autre planète. Et c'est ce qu'ont fait certains astronomes, en particulier Le Verrier, qui a mené des calculs et qui a dit aux gens « pointez vos télescopes dans telle direction, vous verrez certainement une nouvelle planète ». Et c'est ce qui a été fait. Donc vous voyez un peu la puissance mathématique, elle s'incarne dans cet exemple, où par le calcul, on a pu découvrir une planète qu'on n'avait pas observée jusque-là. Donc l'optimisme est grand à cette période-là. Les gens résolvent des équations différentielles à longueur de journée et inventent des méthodes pour en résoudre encore plus. Maintenant, je voudrais vous dire, tout ça c'est incarné dans une célèbre citation de Laplace que Nao... Je vous lis donc ce qu'a écrit Laplace dans l'introduction de son essai sur les probabilités. Nous devons envisager l'état présent de l'univers comme le fait de son état antérieur et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. Bien. Donc cette citation est un petit peu difficile, donc je vais la paraphraser. Elle a été écrite donc par Laplace pour, si vous voulez, c'est un peu emblématique du déterminisme scientifique. Cette idée que si vous connaissez toutes les forces qui agissent sur le système que vous étudiez, si vous êtes capable de mettre toutes ces forces en équation, vous obtiendrez une de ces fameuses équations différentielles. Et puis si vous connaissez également la position et les vitesses respectives de tout ce qui compose votre système, eh bien, si vous êtes doté d'une intelligence infinie, vous serez capable de résoudre cette équation différentielle et donc vous serez capable de prédire sur le long terme, et à vrai dire même dans le passé, le devenir de votre système. Donc c'est ça l'idée du déterminisme scientifique, c'est ça qui est expliqué dans cette citation de Laplace, mais je vous mets juste un petit bémol. Laplace a écrit cette citation dans son essai philosophique sur les probabilités, donc il ne faudrait pas croire qu'il avait une vision complètement naïve du déterminisme. Il avait bien compris qu'il y avait certaines limites, et c'est sur ces limites que je vais poursuivre la suite de l'exposé. C'est ça dont on va parler. Donc maintenant, je vous fais voir un petit extrait de film. Imaginons un billard parfait, sur lequel les billes roulent sans frottement. Quand la queue de billard frappe la bille blanche, le mouvement est compliqué. Peut-on prévoir ce mouvement? Bien sûr que oui, puisque l'ordinateur qui a calculé ces images a pu le faire. Mais il a fait beaucoup de calculs. On le voit, les billes suivent des trajectoires rectilignes et elles rebondissent les unes sur les autres. Ces chocs sont fréquents, mais si on prend son temps, ou si on calcule très vite, on peut prévoir la trajectoire pas à pas, choc après choc. L'ordinateur pourrait facilement calculer la position de la bille blanche dans 1 heure, par exemple. Mais le calcul que cela représenterait dépasse de loin les capacités d'un être humain. Les prévisions en principe, peut-être, mais en pratique. Déplaçons l'une des billes de quelques centimètres. Regardez, les 2 tables de billard sont presque identiques. Seule une bille a été légèrement déplacée. Lorsqu'on lance la bille blanche, le mouvement des 2 côtés commence de la même manière. Mais après un certain temps, pas très long, les trajectoires deviennent complètement différentes. Si je veux prévoir la trajectoire future de la bille blanche, je peux le faire, mais il me faudra connaître en détail la position de toutes les billes sur la table.
et il y en a beaucoup. Une petite incertitude sur une bille brisera tout espoir de déterminer le futur. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir tout de suite? On vient de voir ce qu'on appelle la dépendance sensible aux conditions initiales. Donc nous sommes partis de cette idée de Laplace. C'est ce qu'on a vu sur le premier billard. Si vous connaissez la position respective de toutes les billes et que vous lancez la bille blanche, et si vous prenez votre temps, eh bien vous êtes capable de prédire la position de chacune des billes dans une heure par exemple. D'accord? Mais ce qu'on a vu également, quand on a mis les deux billards, c'est qu'une toute petite incertitude sur l'une des billes va faire que, au bout de quelques instants, le comportement des deux billards va être complètement différent. D'accord? Donc c'est ça qu'on appelle la dépendance sensible aux conditions initiales, et c'est ça qui va mettre une limite au déterminisme et à la citation de Laplace. D'accord? Donc je voudrais que cette idée soit bien claire. Je pense que cette idée, on est assez habitué. Je voudrais juste dire un mot pour vous dire que l'extrait de film, on va en voir d'autres dont vous venez de voir. C'est un film que vous pouvez trouver sur Internet qui s'appelle KO, avec l'adresse suivante, ko-mat.org. Film que vous pouvez télécharger gratuitement, et sur le site il y a plein d'explications, et puis vous avez même ici des DVD. Venez me voir à la fin. Ce film, je l'ai fait en collaboration avec Étienne Gis, qui est mathématicien à l'École normale supérieure de Lyon, et Jos Less, qui est un ancien ingénieur passionné de graphisme sur ordinateur. D'accord? Donc on va voir d'autres extraits de ce film. Alors, maintenant qu'on a vu quelque chose d'important, donc cette idée du déterminisme scientifique et d'une première limite à ça à cause de la dépendance sensible aux conditions initiales, je vous propose un mini break. Je voudrais vous faire voir que cette idée de la dépendance sensible aux conditions initiales, qu'on appelle l'effet papillon, eh bien, c'est une idée qui est assez connue du grand public, et en particulier, elle est présente dans certains films, par exemple dans Jurassic Park. Donc je vais vous faire voir un petit extrait, je vous fais juste le pitch pour que vous compreniez ce qui va se passer. L'idée de ce film, c'est qu'on a un monsieur qui est très riche et qui a décidé de mettre des dinosaures sur une île, mais avant d'ouvrir son parc à dinosaures, il fait venir sur l'île un mathématicien, donc vous le verrez, il est habillé en noir, et puis deux paléontologues, et puis un financier ou un assureur. Et puis, donc je vais vous faire voir 3-4 extraits. Donc vous allez voir le mathématicien qui explique l'effet papillon, la théorie du chaos, et qui en même temps essaye de draguer la jeune assistante du professeur. Donc je vous fais voir ça. Alors vous deux, vous déterrez les dinosaures. Un essai. Il faudra vous habituer au professeur Malcolm. Il souffre d'un déplorable excès de personnalité, surtout pour un mathématicien. Chaoticien en réalité. Je n'adhère pas à la théorie du chaos, en particulier en ce qui concerne son petit projet scientifique. Que l'ânerie. Vous n'avez jamais été capable d'expliquer clairement vos inquiétudes au sujet de mon À livre. cause du comportement du système dans l'espace des phases. Un tas de chiffres compilés, nouvelle manière, si je peux m'exprimer ainsi. Je vous suis reconnaissant de ne pas faire... Professeur Sattler, professeur Grant, vous avez entendu parler de la théorie du chaos? Non. Non, les équations non linéaires. Les attractions anormales. Professeur Sattler, je ne peux pas croire que vous ne soyez pas familiarisé avec le concept de l'attraction. Moi, j'ai amené des savants. Vous amenez une star du rock. On arrive. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein? Eh oh! Eh oh! Alors oui? Je crois que je hais cet homme.
Vous voyez, le tyrannosaure n'obéit à aucun schéma de groupe ni aucun horaire de parc d'attraction. C'est l'essence du chaos. Je comprends toujours pas cette théorie du chaos. Qu'est-ce que ça signifie? Purement et simplement de l'imprévisibilité dans les systèmes complexes. L'exemple type est l'effet papillon. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil à New York. Waouh! Je suis allé trop vite. J'ai trop vite. Non, j'ai fait un survol. Bon, donnez-moi ce verre d'eau. Je vais vous montrer, nous allons faire une expérience. Il vaut mieux être stable. La voiture me secoue un peu, mais enfin, ça ne fait rien. C'est juste un exemple. Alors, bon, mettez votre main à plat comme dans les hiéroglyphes. Maintenant, disons qu'une goutte d'eau tombe sur votre main. Dans quel sens va rouler cette goutte, hein? Vers quel doigt? Le pouce ou de l'autre côté? Le pouce, je dirais. Ok, vous ne bougez pas la main. Restez immobile. Je vais faire la même chose en passant au même endroit. Dans quel sens va-t-elle rouler d'après vous? Disons en arrière, Voyez, le même. Le même sens, en arrière, le même sens. Oh, ça a changé. Ça a changé pourquoi? Parce qu'il y a d'infimes variations. À cause de l'orientation de votre pilosité. Là, elle me regarde pas. La différence de dilatation de vos veines, les imperfections de la peau. Les imperfections de la peau. Oh, les vôtres sont microscopiques. Ça ne se reproduit jamais et il y a une forte influence sur le résultat final. C'est quoi? L'imprévisibilité. Exactement. Tenez. Non, regardez ça, j'ai raison, vous voyez. Personne n'aurait pu prédire que le professeur Grant allait sauter brusquement du véhicule en marche. Alan? Et voilà, encore un exemple. Et je me retrouve tout seul là, et je me parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos. Donc voilà, la théorie du chaos. Très bien. Bon, maintenant, retour aux choses sérieuses. Et retour aux choses sérieuses, c'est le prochain héros de notre histoire, c'est Henri Poincaré. Henri Poincaré, tu connais? Je vais vous présenter Poincaré. Soit dit en passant, il faudra quand même que j'essaie la technique du professeur Malcolm pour draguer les filles robots. Bon, assez rigolé. Henri Poincaré est né en 1854 et mort en 1912. D'ailleurs, ce bâtiment porte son nom. Et il ne faut pas le confondre, comme font la plupart des hommes politiques, avec Raymond son cousin, qui fut président de la République pendant la Première Guerre mondiale. Henri Poincaré est un immense savant français qui a fondé le système dynamique et la topologie. Et plein d'autres choses. J'aimerais vraiment bien être aussi intelligent que lui. Alors, Poincaré, donc, a bien compris avec d'autres les limites de ce déterminisme scientifique et donc il propose d'être modeste, ce qui n'est pas la qualité principale des mathématiciens en général. Et donc il va, au lieu de partir d'une équation différentielle et tenter de la résoudre, il va plutôt se poser d'autres questions, il va développer une théorie qualitative des équations différentielles. Et donc plutôt de vouloir calculer, savoir exactement où sera la trajectoire à tel moment, dans tant d'années, il va se demander il va se poser des questions plus globales et se demander est-ce que la trajectoire va rester approximativement dans telle région. Par exemple, au lieu de se demander où est-ce que sera la Lune exactement dans 10 millions d'années à la seconde près, on peut déjà se demander si elle sera toujours dans le voisinage de la Terre. Ou la Terre, est-ce qu'elle sera toujours dans le voisinage du Soleil? Donc autrement dit, on peut se poser déjà la question de savoir si le système solaire est stable et est-ce qu'on a des arguments pour décider ce genre de questions plutôt que de vouloir tout calculer au millimètre près, j'ai envie de dire. Donc c'est ce qu'il va faire et donc il va développer sa théorie qualitative et il va rencontrer des phénomènes, en particulier des phénomènes d'astronomie, puisque ce qui l'intéresse, c'est le mouvement des planètes en particulier, et il va se rendre compte que c'est extrêmement compliqué, et bien plus compliqué que les phénomènes périodiques qu'on connaissait jusque-là. Alors ce qu'a fait Poincaré, c'est que par ailleurs, il a écrit 4 ouvrages de philosophie des sciences. C'est pas du tout des ouvrages de vulgarisation, parce qu'ils sont très difficiles à lire, mais par contre, ils ont connu un grand succès, ils ont été tirés vraiment beaucoup d'exemplaires, et donc ils ont été diffusés pas mal. Mais ça reste des ouvrages difficiles à lire. Et dans l'un d'entre eux, Science et méthode, eh bien,
il essaye d'expliquer, avec des mots très très compréhensibles que je vais vous lire maintenant, ce phénomène de dépendance sensible aux conditions initiales, ce phénomène d'effet papillon, et il va faire ça sur un exemple très très clair, qui est l'exemple de la météo. Donc voici ce qu'il écrit. Pourquoi les météorologistes ont-ils tant de peine à prédire le temps avec quelque certitude ? Nous voyons que les grandes perturbations se produisent généralement dans les régions où l'atmosphère est en équilibre instable. Les météorologistes voient bien que cet équilibre est instable, qu'un cyclone va naître quelque part. Mais où ils sont hors d'état de le dire. Un dixième de degré en plus ou en moins, en un point quelconque, le cyclone éclate ici et non pas là, et il étend ses ravages sur des contrées qu'il aurait épargnées. Si on avait connu ce dixième de degré, on aurait pu le savoir d'avance, mais les observations n'étaient ni assez serrées ni assez précises, et c'est pour cela que tout semble dû à l'intervention du hasard. Ici, encore, nous retrouvons le même contraste entre une cause minime, inappréciable pour l'observateur, et des effets considérables qui sont quelquefois d'épouvantables désastres. Donc ce que nous explique Poincaré, c'est que prédire la météo, c'est très 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 difficile. Cela dit, j'ai notre ami Nao qui est sympathique, mais j'ai un autre assistant qui est contenu dans mon appareil là, et lui qui est capable de prédire la météo. Je vous fais voir. Quelle météo pour demain ? Vous feriez mieux de prendre un parapluie demain. Ah, ouais, je ne sais pas si vous avez entendu, mais apparemment il faut prendre un parapluie pour demain. Bon, alors donc les calculs qui ont été faits pour répondre à ma question de savoir s'il fait beau ou demain sont les mêmes que ceux qui consistent à résoudre une équation différentielle. Je vais vous faire voir ça par la suite. Mais en tout cas, c'est très très difficile, et ce que explique Poincaré, c'est qu'il faudrait, et nous l'avait déjà expliqué Laplace, il faut connaître tout parfaitement, toutes les conditions parfaitement, les conditions initiales. Or, ce n'est jamais le cas. Vous ne pouvez jamais connaître en tout point de la Terre la température ou la pression. D'accord ? Et donc, du coup, vous avez des prévisions, mais qui peuvent être qu'à court terme, à cause de cette dépendance sensible aux conditions initiales. Je vous fais voir un extrait, je crois. Ah non, pas tout de suite. Maintenant, je vais vous présenter le héros suivant de mon histoire, qui s'appelle Lorentz. Édouard Lorentz est né en 1917 et mort récemment en 2008. C'est un scientifique américain. Il est un peu tout à la fois, physicien passionné de météorologie, mathématicien, informaticien. C'est à lui qu'on doit le fameux effet papillon, mais j'imagine que tu vas en parler, Aurélien. Exactement, je vais en parler. Donc Lorentz, il s'est passionné pour la météorologie, et en particulier ce qui l'intéressait, c'était le mouvement de convection. C'est le fait que quand vous avez par exemple une masse d'air et que vous la chauffez, eh bien en chauffant, elle se dilate, elle devient moins lourde, donc elle monte, et en montant, elle se refroidit et elle retombe. D'accord ? Donc c'est ce mouvement-là. Donc il a étudié ça. Donc on sait depuis le 19e siècle que les équations qui régissent ce mouvement sont les équations dites de Navier-Stokes, mais qui sont particulièrement difficiles d'un point de vue mathématique. Et même encore aujourd'hui, on sait dire un certain nombre de choses, mais on ne sait pas tout dire, de loin de là. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ces équations de Navier-Stokes et il les a simplifiées à outrance. Il les a simplifiées à outrance de sorte qu'à la fin, il a abouti au système d'équations différentielles que je vous projette là. Donc on ne va pas chercher à comprendre ce système d'équations différentielles, je veux juste vous convaincre que j'ai pu l'écrire sur 3 lignes et qu'il est compréhensible par un lycéen de terminale scientifique. D'accord ? Donc ce système, c'est un modèle. Donc c'est un modèle de l'atmosphère qui est extrêmement simpliste, d'accord ? Et probablement donc qui n'a plus rien à voir avec l'atmosphère, mais que Lorentz a étudié en détail. Donc l'idée est la suivante. Au lieu de considérer, on va considérer l'atmosphère et on veut connaître l'évolution de l'atmosphère. Mais comme je vous dis, c'est trop compliqué. Donc on va dire que l'atmosphère, on va le caractériser par 3 nombres que j'appelle x, y, z, et on va regarder l'évolution de ces 3 nombres au cours du temps. Et ces 3 nombres sont assujettis à cette équation différentielle-là.
Donc si vous avez trois nombres x, y, z, vous pouvez y penser comme un point dans l'espace, puisque notre espace, on le voit comme étant un espace à 3 dimensions. Donc si je prends un point dans l'espace, là, j'y pense, il faut y penser comme un état de l'atmosphère. Par exemple, c'est un état qui dit que l'atmosphère, en ce moment, il fait beau et qu'elle est comme ceci. Si je prends un autre point un peu plus loin, eh bien, ça va être une autre atmosphère, par exemple une atmosphère dans laquelle il pleut, un point plus loin, une atmosphère dans laquelle il neige, etc. Donc l'idée, c'est qu'on prend un point, chaque point représente une atmosphère, on va suivre cette équation différentielle, c'est-à-dire que le point va se déplacer, et en se déplaçant, eh bien, on change d'atmosphère. D'accord ? Donc c'est ça ce qu'on va étudier. Donc je vous fais voir un petit extrait de film de quelque chose que Lorentz aurait pu voir s'il avait disposé d'un ordinateur suffisamment puissant pour faire des images. À l'époque, les ordinateurs étaient tout à fait primitifs, et ce que faisait Lorentz, c'est simplement qu'il intégrait numériquement son équation différentielle, et lui, il était face à une multitude de chiffres, et c'est avec ces chiffres-là qu'il essayait d'interpréter les choses. Aujourd'hui, on peut tracer des figures, c'est beaucoup plus simple à visualiser. Chaque point x, y, z de l'espace symbolise un état de l'atmosphère. Et l'évolution consiste à suivre un champ de vecteurs. Par exemple, mais c'est un exemple seulement, la première coordonnée pourrait représenter une température, la seconde la vitesse du vent et la troisième l'humidité. Ici, il fait froid, le vent souffle et il pleut. Là, c'est le contraire. Quand on suit une trajectoire du champ, on suit l'évolution du temps qu'il fait. Le prévisionniste ne fait donc que résoudre une équation différentielle. Lorsque Lorentz observa son modèle, il vit ceci. Tout cela a-t-il quelque chose à voir avec la vraie météo ? Pas clair du tout. C'est ce que les physiciens appellent souvent un modèle joué, pour essayer de comprendre les grandes lignes d'un comportement complexe. D'accord, donc c'est exactement ce que je vous ai expliqué juste avant. Alors maintenant, je vais vous expliquer les idées clés de Lorentz. Donc la première idée, c'est l'idée de l'effet papillon, cette dépendance sensible aux conditions initiales qu'on a tous à peu près compris, et donc que je vous lis dans cette phrase-là, que Lorentz s'exprime ainsi. Si un battement d'aile de papillon peut engendrer un ouragan, la même chose est vraie pour tous les autres battements d'ailes du même papillon, mais aussi pour les battements d'ailes des millions d'autres papillons, sans parler de l'influence des activités des innombrables autres créatures plus puissantes, comme les hommes par exemple. D'accord ? Donc, en quelque sorte, on a tous ce pouvoir de l'effet papillon. Un petit mouvement, vous changez l'évolution de l'atmosphère sur le long terme. Très bien. Donc, si vous voulez, vous êtes face à un problème, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que le scientifique, il est capable de rien faire, puisqu'il n'est pas capable de prédire l'avenir, disons la météo, à cause de cet effet papillon. D'accord ? Donc vous êtes face à un constat d'échec. Donc si vous avez seulement ça, eh bien vous n'allez pas aller très loin. Et donc il faut au contraire avoir une attitude positive et essayer de proposer une théorie constructive, j'ai envie de dire, positive pour avancer. Et c'est justement ce que fait Lorentz, et c'est ça le vrai message de la théorie du chaos, et c'est ce message-là qui malheureusement est méconnu du grand public. Le grand public s'arrête en général à cet effet papillon, cette insensibilité aux conditions initiales et ce fait qu'on ne peut pas prédire l'avenir sur le long terme. Mais voici la grande idée de Lorentz. J'avance l'idée qu'au fil des années, les petites perturbations ne modifient pas la fréquence d'apparition des événements tels que les ouragans. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de modifier l'ordre dans lequel ces événements se produisent. Donc, essayons d'illustrer ça et ensuite je vous fais voir un petit morceau de film. Mais l'idée, c'est que vous prenez une grande région, par exemple la région du Texas.
et puis vous comptez le nombre d'ouragans qui traversent le Texas pendant une saison. Donc vous avez un certain nombre. Mais au lieu de vous demander si dans 10 ans, il va se passer un ouragan au Texas, à Dallas, tel jour, à telle heure, ce qui est complètement illusoire, eh bien vous allez vous demander, est-ce que dans 10 ans, pendant une saison, il traversera à peu près autant d'ouragans qu'aujourd'hui au Texas. D'accord ? Donc vous vous posez une question de savoir si, en moyenne, ces statistiques sont les mêmes, sont préservées. D'accord ? On sait, vraisemblablement, il y a de la dépendance sensible aux conditions initiales, mais peut-être qu'il y a une indépendance statistique sur le long terme. C'est ça la grande idée de Lorentz. Voici deux trajectoires du système de Lorentz, une bleue et une jaune, qui ne partent pas nécessairement de conditions initiales proches. Effaçons, disons, les 10 premières secondes du mouvement et observons la suite. Que constate-t-on ? Que les trajectoires sont en effet très différentes. Elles semblent un peu folles et bien peu prévisibles. Mais elles s'accumulent sur le même objet en forme de papillon, qui semble ne pas dépendre de la position initiale. Elles semblent attirées par ce papillon. C'est pour cette raison qu'on parle de l'attracteur de Lorentz. Un attracteur bien étrange. Voilà un phénomène scientifique positif, qui n'est malheureusement pas aussi célèbre que l'effet papillon. Au lieu d'observer deux trajectoires, observons-en beaucoup plus. Regardez toutes ces boules, qui sont tout autant d'atmosphères idéalisées. Après un certain temps, elles se sont toutes accumulées sur le même papillon. Un bien bel objet qu'on ne se lasse pas de regarder. D'accord ? Donc, vous avez compris le message, c'est que vous partez de deux conditions initiales, proches ou pas, elles peuvent être éloignées, elles sont attirées par cet objet en forme de papillon. Je vous rappelle que ce que vous voyez là, c'est le modèle joué de Lorentz, d'accord ? Mais c'est l'idée. C'est l'idée qu'il doit y avoir quelque part une insensibilité statistique à ces conditions initiales. Donc, je vous ai remis la citation de Lorentz. Tu peux nous relire ça, s'il te plaît ? J'avance l'idée qu'au fil des années, les petites perturbations ne modifient pas la fréquence d'apparition des événements tels que les ouragans. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de modifier l'ordre dans lequel ces événements se produisent. D'accord ? Donc, essayez de retenir ça. La théorie du chaos, ça n'est pas simplement l'effet papillon, cette dépendance sensible aux conditions initiales. Il y a forcément quelque chose qui va au-delà. Et c'est cette idée d'une insensibilité statistique. Je vous refais voir un dernier extrait de film. Rappelez-vous que chaque point de l'espace représente un état de l'atmosphère. Dans certaines zones, il fait beau et dans d'autres, c'est l'ouragan. Supposons que la zone qui correspond à un ouragan soit cette petite boule. Prenons une condition climatique initiale et observons la trajectoire. De temps en temps, un ouragan se produit, dont la trajectoire pénètre dans la boule. Comptabilisons la proportion du temps entre 0 et t pendant lequel un ouragan sévit. Voyez, il semble difficile de deviner à quel moment précis sa trajectoire entre dans la boule. Mais on constate
que le temps moyen de passage dans la boule converge vers une limite quand t tend vers l'infini. Ici, environ 5,1%. Maintenant, prenons une autre condition initiale et faisons le même calcul. Eh bien, là encore, on voit que le temps de passage tend en moyenne vers une limite. Mais, aux surprises, on constate que cette limite est la même que précédemment, environ 5,1%. Essayons avec une autre trajectoire. Ça marche. On obtient la même limite. Et pourtant, les trajectoires sont très différentes. Elles sont sensibles aux conditions initiales, aux ailes de papillon. Prenons une autre boule, rose peut-être, et une troisième, verte. Peut-être les périodes de canicule ou de neige. Lorsqu'une trajectoire se développe, elle traverse les boules dans un certain ordre. Pour voir ce qui se passe, considérons 3 trajectoires partant de 3 conditions initiales différentes. Regardez. Sur les trajectoires, les situations ouragan, neige, canicule alternent de manière incompréhensible, différente d'une trajectoire à l'autre, impossible à comprendre. Mais les proportions de jaune, vert et rose convergent rapidement vers les mêmes limites. Ici, 5,1, 14,03 et 7,4%. Tout se passe comme si on tirait au hasard des boules jaunes, vertes ou roses avec des probabilités bien précises. D'accord, donc le message est clair. Donc je vous redis je vous paraphrase ce que vous venez de voir. Si vous prenez par exemple 3 conditions et que vous les laissez évoluer, vous voyez que les trajectoires sont très différentes. D'accord, c'est l'effet papillon. Et maintenant, si vous considérez des boules, par exemple une boule verte, et puis vous imaginez que c'est une période, par exemple, d'ouragan. Chaque fois que votre point traverse cette boule, ça veut dire que l'atmosphère est dans une situation où il y a un ouragan qui a lieu en moment. Et donc vous comptabilisez le temps que vous passez dans cette boule, c'est-à-dire vous comptez le nombre d'ouragans sur une saison. Et vous constatez qu'en moyenne, ça ne dépend pas, ça ne semble pas dépendre de la condition initiale dont vous êtes parti. Autrement dit, l'idée de Lorentz semble se vérifier sur ce modèle joué. D'accord ? Aujourd'hui, c'est un théorème, on s'est démontré sur ce modèle-là que c'est bien le cas. Il y a cette indépendance statistique, il y a présence d'une mesure sur cet attracteur de Lorentz. Donc voilà un peu le message que je voulais vous faire passer. Donc on est passé au départ, donc je suis allé très rapidement bien sûr, mais on est passé de l'idée du déterminisme scientifique, l'idée que si on met tout en équation et qu'on fait de longs calculs, eh bien on est capable de tout prédire, à cette idée que malheureusement il y a présence de dépendance sensible aux conditions initiales et qu'une toute petite erreur, rappelez-vous le billard, une petite boule qui est déplacée et les trajectoires du billard qui deviennent rapidement complètement différentes. Et donc en un certain sens, le déterminisme scientifique est face à un aveu d'échec. En particulier, aujourd'hui, il y a des astronomes spécialistes de comprendre l'évolution sur le long terme du système solaire, savoir si nos planètes vont rester à proximité du système solaire, etc. Donc c'est ce genre de calcul qu'ils pratiquent. Et donc on sait qu'on a une limite au-delà de laquelle, c'est environ 60 millions d'années, on n'est plus capable de dire rien du tout, parce qu'il y a cette dépendance sensible sur laquelle on ne peut pas impacter. Et donc,
les gens ayant pris conscience de ça, il a fallu de nouvelles idées qui sont arrivées principalement dans les années 60, en particulier grâce à des gens comme Lorentz, et qui ont proposé une vision positive à tout ça. Et cette vision positive, c'est de laisser tomber l'effet papillon. Il existe, il faut faire avec. Cette vision positive, c'est de regarder les choses en moyenne, en statistique, de faire des statistiques. Et là, d'essayer de prédire ces moyennes, d'accord ? Donc il faut essayer de développer des outils pour les calculer et espérer qu'en moyenne, les choses ne débandent pas du point de départ. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui. Et je vais, pense à peu près, ça va être le mot de la fin, donc, parce que vous devez avoir le cerveau qui chauffe un petit peu. Peut-être un dernier... Dis Aurélien, tu nous fais voir la bande-annonce de Chaos ? Alors je peux vous faire voir la bande-annonce... Ce film a l'air super chouette. Exact. Donc, je vous fais voir la bande-annonce de Chaos et je m'arrêterai là. Je vous remercie. S'il y a quelques questions. D'accord, donc ce film, si ça vous plaît, donc les extraits que vous avez vus, allez voir sur cette URL et puis vous pouvez le voir autant de fois que vous voulez. Il y a plein d'explications complémentaires, il y a de la bibliographie sur le chaos, etc. N'hésitez pas à poster des commentaires. Bon, mais s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fête de la science. C'était super les amis, j'ai passé un chouette moment avec vous et j'espère que vous aussi. On aura sûrement l'occasion de se revoir. Mais bon. En attendant, bonne fête de la science et à bientôt. Je vais l'empêcher de tomber.